Batman et Robin sont en plein bras de fer. Robin gagne avec une facilité déconcertante. Batman lui demande « Tu as acquis un nouveau super-pouvoir ces derniers temps ?» Et Robin lui répond « Non, je passe simplement beaucoup de temps à penser à toi le soir avant de m'endormir. » Vous trouvez cette blague nulle? C'est du Shakespeare à côté de ça. Accrochez-vous. Monsieur MacPognon, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Apadi, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde connaît Batman, même ta sœur. Héros des comics d'ici, Bruce Wayne pour les intimes, dont les parents sont morts parce qu'ils aimaient trop l'opéra. Créé en 1939 après Superman, il devient célèbre car il n'a aucun super pouvoir, à part l'argent, ce qui lui permet de créer des gadgets à gogo pour sauver Gotham City. Depuis lors, de nombreux films et adaptations télé ont vu le jour. La première étant un serial de 15 épisodes en 1943, donc environ 3 ans après la création du personnage. Le serial influe beaucoup sur le comics. Le personnage d'Alfred, par exemple, est même changé pour correspondre à l'acteur William Austin, qui l'interprète. Un autre serial est aussi commandé en 1949, avec Robin. Arrivent les années 60 et la dégringolade du personnage télévisuel Batman. Une nouvelle série apparaît, sobrement intitulée Batman, avec comme acteur Adam West, qui mènera à un film avec les mêmes acteurs. Je ne m'étendrai pas sur cette horreur qui a absolument pulvérisé la beauté du personnage sombre et torturé de l'homme chauve-souris pour en faire quelque chose de... Vous voyez les films, les méchants dans les films avec De Funès? C'est à peu près ça. Vient ensuite la tétralogie des années 90, qui commence en toute splendeur avec le Batman de Tim Burton, Nicholson dans le rôle du Joker et Keaton dans le rôle titre. Le film renoue complètement avec le côté sombre de Batman et crée le mythe du Joker, ennemi psychotique et sans merci. Pour la suite, Batman le défi, où l'on assiste à l'affrontement avec le pingouin, Burton se débrouille pour être complètement aux commandes. Le film s'adresse à un public adulte et s'intéresse donc assez peu aux produits dérivés. Ce qui ennuie la Warner Bros, qui voulait un film iconique et donc faire le maximum de merchandising possible. Bah oui, mais... faut bien payer la Bentley. La Warner vire Burton et met Schumacher à la réalisation pour la suite, qui choisira de remplacer Keaton par Val Kilmer dans Batman Forever. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. La réalisation est assez propre, le jeu d'acteur n'est ni bon ni mauvais, mais le point positif reste quand même Jim Carrey dans le rôle de l'homme mystère qui est très bien interprété. Et puis, arrive la déchéance, le fond du fond, la mort cérébrale sur pellicule, Batman et Robin. La voilà la véritable blague sur Batman. Toujours avec Schumacher à la réalisation, George Clooney dans le rôle de la chauve-souris, Chris O'Donnell dans celui de Robin, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy et Schwarzenegger dans celui de Mr. Freeze. Que dire sur ce film? Qu'il est très bien. Y a Batman. Au début, nous sommes dans la Batcave avec Batman et Robin, qui prennent leurs véhicules respectifs tout en faisant des blagues nulles. Oui, pour ceux qui ont vu le film, j'ai décidé de passer outre les tétons et les fesses en latex. Donc Batman et Robin se font appeler par le chef de la police, qui leur annonce qu'un nouveau méchant a débarqué à Gotham et qu'il s'appelle Mr. Freeze. Batman et Robin décident donc de partir à sa poursuite, jusqu'à ce que Robin se fasse geler et que Mr. Freeze se fasse la malle. On passe sans transition en Amérique du Sud où un méchant scientifique fabrique Bane, catcheur mexicain nourri aux hormones, avec un gros bouton start sur le ventre. Le scientifique tue ensuite son assistante Uma Thurman, qui devient Poison Ivy, et qui décide de tuer Bruce Wayne. Sans trop qu'on sache pourquoi, à vrai dire. On apprend ensuite le plan de Mr. Freeze. Voler des diamants hors de prix, pour fabriquer une machine pour geler tout Gotham, pour extorquer de l'argent pour faire des recherches sur la maladie de sa femme. Bah quoi? Ça vous semble pas logique? Non. Bon, nous allons nous arrêter là pour ne pas vous spoiler, mais la suite est encore plus logique. Il a fallu les chercher à la loupe, les points positifs, parce qu'il y en a pas des masses. Comment ça? Tout d'abord, la musique. Thème remarquable, composé par Elliot Goldenthal, qui est aussi le compositeur de la musique d'Alien 3 de Fincher, et d'Entretien avec un vampire de Neil Jordan. La musique correspond bien à l'univers Batman. Assez sombre, avec des côtés grandioses, ce qui s'allie parfaitement avec les décors de la ville. Dans ce Gotham, les rues et les bâtiments sont habités de statues géantes en des positions de sculpture grecque,
ce qui rend un aspect irréel et une ambiance qui pourrait faire penser au New York des années 60-70. Le rendu est vraiment pas mal. Ah oui, c'est vrai. Je veux pas penser. Mais si, tout ça c'était scripté, tout ça c'était voulu. Très bon. Cependant, pas trop tôt, je suis là pour ça. Déjà, il y a un souci évident, le rythme. Il est super mal géré. Le film survole certains moments qui auraient mérité d'être un peu plus longs et fait durer certaines scènes qui ne sont pas du tout indispensables au scénario. Il y a même des scènes d'action complètement parachutées qui ne servent qu'à être des scènes d'action et d'autres qui auraient dû être intégrées au scénario, mais qui au final n'existent pas. Prenons un moment important. Batman capture Mr. Freeze pour l'amener à Arkham Asylum. Cette scène n'est pas montrée. On nous l'explique simplement par une ligne de dialogue. Ensuite, il y a trop de trucs. Il y a l'intrigue avec Alfred, celle avec Mr. Freeze, celle avec Robin, celle avec Batgirl et celle avec Poison Ivy. Ça fait beaucoup pour un film. Par contre, l'intrigue avec Batman, pas shooté, pas monté. Certaines intrigues sont même à la fin, encore une fois, résolues par une ligne de dialogue. Il y a aussi des ruptures de ton, ce qui en soi n'est pas une mauvaise chose, quand elles sont bien faites. Des quoi ? Des ruptures de ton. Il s'agit de la pratique qui consiste à mettre en place une ambiance ou un univers, et d'y inclure un ou plusieurs éléments qui n'y correspondent pas du tout. Beaucoup de blagues fonctionnent comme ça. Par exemple, une grande partie de l'humour de la série Kaamelott est basée là-dessus. L'univers est celui des légendes arthuriennes, avec les fiers chevaliers de la table ronde, qui sont censés faire des quêtes épiques dans l'ambiance et les costumes de l'époque. Mais qui se trouvent être des branquignoles qui ne savent rien faire et qui utilisent un vocabulaire moderne. Cependant, dans Batman et Robin, les ruptures de ton sont non seulement mal instaurées, mais en plus mal gérées. Le réalisateur a voulu ajouter des éléments cartoonesques, en hommage à la série des années 60, qui était déjà pas géniale. Mais c'est très mal fait, surtout qu'elles sont souvent mises en relation avec des scènes censées être émouvantes. Le résultat est que les deux s'annulent. Les éléments dont le but est de faire rire font tâche, et les scènes romantiques ou émotives font pathétique. Je pense que la simple image de Mr. Freeze en peignoir en train de chanter une chanson de Noël avant d'aller pleurer la mort de sa femme vous permettra de visualiser un peu mieux. Oui, mais bon, il y a quand même des choses qui font rire. Non, il y a des jeux de mots qui sont faits par des élèves de maternelle, c'est pas pareil. Il y a aussi une chose très perturbante à l'expérience de visionnage, ce sont les jeux d'éclairage du film. Alors, je ne sais pas ce qu'avait pris le régisseur lumière à ce moment-là, mais ça devait pas être très légal, hein, parce que il y a des loupiottes qui bougent en arrière-plan dans presque toutes les scènes du film. C'est insupportable. Mais c'est un style. Le film est plein de bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce qu'une idée est bonne sur le papier qu'elle sera forcément intéressante sur pellicule. Il est drôle à voir, mais pas pour les bonnes raisons. Et il devient très long sur la fin. Plutôt un film à regarder en soirée nanar avec des potes qu'autre chose. Je vous invite tout de même à le regarder, ne serait-ce que pour le gorille rose qui danse.